Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Pour notre programme de ce dimanche 5 juillet, nous vous invitons à suivre l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de On en parle à Taïwan, animé cette semaine par François-Xavier Boulet, Florian Dai et Meg Wang. Alors, aujourd'hui, des sujets très variés, certains assez drôles, d'autres absolument pas. Oui, moi je vais vous parler d'une histoire de cache-cache ou plutôt de Pékin qui cherche à nous suivre à la trace. D'accord, donc c'est présenté ainsi comme si c'est drôle, mais c'est très intéressant comme sujet. Oui, mais c'est pas très drôle. Non, malheureusement. Et Florian? Alors moi, je vais vous parler de l'île d'Aix à Taïwan. L'île d'Aix à Taïwan. L'île d'Aix. Ça semble plus mystérieux que drôle. Je laisse trader un petit peu le suspense parce que tout à l'heure, j'aimerais vous poser des questions et voir si vous arrivez à deviner de quoi il s'agit. D'accord. Juste pour préciser quand même, l'île d'Aix AIX. Oui, AIX, une petite île du sud-ouest de la France, effectivement. D'accord. Alors, de mon côté, je vais vous parler de la désinformation qui tourne autour du grand sujet de l'autorisation ou non des travailleurs migrants de l'Inde à Taïwan. C'est pas très sexy. Non plus. Non. Alors, par quoi voulez-vous commencer ? J'ai envie de commencer par ton sujet, en fait, Fix, parce que c'est le sujet qui m'intrigue le plus. Voilà, vos désirs sont en désordre, chère Meg. En fait, c'est parce que j'ai essayé de comprendre ce dossier, mais faute de savoir-faire technologique, j'étais bloquée. Oh, c'est pas une question de savoir-faire technologique, mais en fait, c'est assez simple. Hein. On en a déjà parlé à l'antenne, dans nos journaux d'actualité d'ailleurs. Oui. Quand on dit, je disais dans l'introduction, Pékin cherche à nous suivre à la trace, qu'on soit taïwanais ou non. En fait, je faisais référence à la fameuse application chinoise récente qui a été lancée, qui fait concurrence à Google Maps, c'est le A-Map. Comme un A majuscule, A-Map comme carte, quoi. Et ça connaît un succès fulgurant dans le monde chinois, à Taïwan aussi, parce que ça offre des fonctionnalités avancées bien plus précises et bien plus intéressantes pour l'utilisateur grâce à l'intelligence artificielle que ce que propose Google Maps aujourd'hui. Ainsi, ça faisait partie des applications les plus téléchargées dans le domaine des transports à Taïwan. Tout à fait. Voilà, et pas que à Taïwan, mais c'est vrai qu'à Taïwan, c'est la numéro 1 téléchargée de ces dernières semaines. Elle affiche en temps réel les feux de circulation de la route, ce que Google Maps ne fait pas quand vous suivez le GPS sur Google Maps en disant je vais d'un point A à un point B, que vous soyez à pied, vélo, scooter, transport en commun ou en voiture. Eh bien, le A-Map vous propose beaucoup plus de précision grâce à l'intelligence artificielle. Ça posait problème de se dire comment une application chinoise est capable de savoir le minutage des feux de circulation jusqu'à Taïwan, quoi. Et du coup, et ça propose aussi en fait d'autres services, notamment en lien avec la grande plateforme Alibaba. Donc chinois aussi. Voilà. Alors, du coup, si tu poses du coup, c'est qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. Mais comment ça se fait qu'ils ont accès à toutes ces informations ? En fait, grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit chinois ou pas chinois, ces feux de circulation à Taïwan, c'est pas quelque chose qui est un secret d'État. Il suffit de les suivre régulièrement pour pouvoir les trouver en ligne, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont immiscés dans le système de circulation du système de gestion des transports taïwanais, hein. Mais ça veut dire que l'intelligence artificielle, à force d'entraînement et de ce qu'on appelle le big data, en fait, est capable de savoir et de prédire à peu près à quel moment le feu de circulation est plutôt en mode champagne, comme on dit, heure de pointe. Pour les heures de pointe, certains carrefours ont des feux tricolores qui sont plus longs que d'autres pour fluidifier la circulation, ou en heure creuse. Et du coup, après, il suffit, l'intelligence artificielle le fait mieux que nous, en quelques secondes, de mettre tout ça sur une base de données, et en fonction de votre itinéraire, on vous dit, voilà, dans 30 secondes, c'est à vous de traverser ou pas. Ou alors, le feu va passer au rouge, ralentissez, quoi. Et ça, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant et c'est plutôt sympa pour les conducteurs qui
peuvent éviter en fait les feux rouges en avance. Surtout à Taïwan, les carrefours, ça peut exiger plus de 90 secondes d'attente du feu rouge en fait. Et la question, c'est pas comment ils savent savoir ces feux de circulation à Taïwan ou ces fonctionnalités, c'est la question et l'inquiétude qui naît, c'est une fois que tu as téléchargé cette application, AMAP, il s'avère que les tests ont montré que l'application transmet toutes les données de localisation qui sont nécessaires à l'application. Donc, tu es obligé d'ouvrir tes données de localisation pour pouvoir l'utiliser, l'application. Toutes les 3 secondes vers des serveurs en Chine. Alors que, si on veut comparer, Google Maps le fait toutes les 22 secondes, voire plus d'une à plusieurs minutes pour d'autres applications du même agabi. En fait, du coup, par ceci, le gouvernement a interdit tous les organismes publics d'utiliser cette application déjà. Et c'est récemment de Reporter, le seul média en fait, indépendant de Taïwan, qui a mené des essais avec différentes applications en même temps. Voilà, pour tester voir la différence. Comment ça marche. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'application chinoise, en plus de relayer toutes les 3 secondes en moyenne les données de géolocalisation de l'utilisateur, en fait, elle collecte en même temps toutes les données qui sont issues des capteurs du téléphone portable. Donc, elle arrive à distance à s'immiscer dans votre smartphone par cette application. Et ça, c'est quelque chose non seulement de nouveau, mais d'encore plus important, en fait, et inquiétant. Parce que même une application dans votre téléphone ou des données qui sont gardées et qui ne sont pas actives, elles deviennent accessibles par l'application de AMAP une fois que vous êtes connecté à ce navigateur chinois en fait. Et ça inquiète beaucoup les autorités parce que ça utilise ce qu'on appelle un identifiant de suivi persistant. Le sigle en anglais pour les férus qui nous écoutent, c'est CAID. Et c'est-à-dire que ça permet d'identifier un utilisateur au-delà de toutes les protections de confidentialité, quand bien même votre téléphone aurait bloqué tout accès de confidentialité avec des codes, avec des mots de passe. Eh bien, on pourrait passer outre grâce à cet identifiant de suivi persistant, on arrive à percer les boucliers mis en place par Google, par Apple ou d'autres. C'est déjà connu pour d'autres applications chinoises. La Chine est très forte pour ça et c'est mis en place dans cette application de navigation, donc AMAP. Donc, ça veut dire que sur notre téléphone portable, même si tout est bloqué en fait pour question de sécurité par l'utilisateur, en téléchargeant et en utilisant cette application, tout devient accessible. Quasiment. Voilà, comme si c'était un hacker qui avait réussi à craquer votre mot de passe, sauf que là, ils n'ont même pas besoin de craquer le mot de passe, que grâce à cette application, visiblement, en très peu de temps, ils arrivent à avoir accès à toutes les données d'un téléphone portable. Alors, ça peut être un téléphone portable, une tablette, bref, d'un GPS, en fait. Il suffit que l'application soit sur cet appareil, l'appareil devient ouvert toutes les 3 secondes, collecter les données vers des serveurs chinois. En sachant que selon la loi chinoise, le gouvernement chinois a l'accès et le droit d'avoir toutes les informations collectées par toutes les entreprises, voilà, de tous les réseaux. En fait. C'est aussi pour ça que Taïwan interdit formellement à tous les fonctionnaires ou toutes les institutions publiques et tous les membres du gouvernement d'utiliser cette application comme d'autres applications de reste pour éviter justement tout souci aussi derrière. Et elle déconseille à tous les Taïwanais, même s'ils ne font pas partie du gouvernement ou de la fonction publique, d'utiliser aussi ce type d'application, quand bien même ce serait en effet... c'est très intéressant et très attirant de se dire « je suis capable d'avoir telle donnée ou tel truc avec cette application. » Oui, mais à quel prix ? Parce que pour l'instant, si on sait que l'application peut avoir l'accès à toutes nos données, on ne sait pas à quoi ça sert la collecte de nos données. Exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des enjeux de sécurité, de souveraineté derrière aussi, de protection de la vie privée. Bon, la sécurité nationale, bien évidemment, vous l'aurez compris avec ce qu'on présente. Jusque-là, on ne sait pas ni à quoi ça sert, ni à qui c'est utile, ni comment c'est traité côté chinois. Ni pourquoi il faut ce genre d'informations, en fait. Voilà, on le sait que la Chine demande de plus en plus aux sociétés innovatrices dans le monde des startups ou des applications comme cela, d'ouvrir cette fonctionnalité de collecte de données et de les mettre à disposition du gouvernement. Est-ce que le gouvernement les utilise toutes ?
C'est sans doute très difficile, mais avec l'intelligence artificielle, rien n'est impossible aujourd'hui et peut-être qu'ils vont stocker des données qui vont être utilisées plus tard, mais ça, impossible de savoir. La seule projection qu'on peut faire, c'est que ces données-là, si vous ne voulez pas qu'elles soient utilisées, il ne faut pas télécharger l'application tout simplement, malheureusement. Oui, parce que donc, ça veut dire qu'ils ont accès par exemple à toutes nos photos, à toutes nos conversations sur n'importe quelle messagerie. Oui. Si on a des applications bancaires, est-ce qu'ils ont aussi accès à ce qui est dedans quand on les ouvre? C'est ça. Toutes ces informations-là. Ils ont aussi accès du coup à ton nom, à ton pseudo, à tes mots de passe. Tout devient visiblement visible pour le coup et pas invisible. Peut-être pas en un clic, mais pas loin d'un clic finalement. Et en dehors du succès commercial, parce que c'est vendu comme une application qui est très alléchante, très facile à utiliser, finalement derrière, qu'est-ce qui se cache? C'est le cheval de Troie peut-être, mais ça, on ne le sait pas. Donc d'où la nécessité d'être vigilant pour chacun en fait. Oui. Et ça, j'en ai pas entendu parler tant que ça à Taïwan ces derniers temps. Est-ce que... Ça fait quand même la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. Nous, à RT, on en a parlé à l'information. Le gouvernement a beaucoup aussi insisté sur cet appel à la vigilance. Donc je pense que sans non plus dire « Oh là là, c'est chinois, c'est dangereux », ne pas agiter le chiffon devant le taureau avant qu'il soit dans l'arène finalement, il y a quand même un danger et en effet... Et en même temps, c'est justifié de s'alerter. Ça reste l'application la plus téléchargée de ces derniers temps. Tout à fait. Malgré ces Dans le domaine des transports. Dans le domaine des transports, voilà. Mais à proportion gardée, il y avait le même danger au niveau des débuts de TikTok, que malgré les risques, malgré les failles qu'il y a, et malgré les campagnes de prévention, que ce soit à Taïwan ou ailleurs, finalement, les gens le téléchargent quand même et l'utilisent quand même. Quoi. Parce qu'on ne peut pas leur interdire totalement. La version chinoise. C'est ça. Xiaohongshu aussi est très utilisé quand même à Taïwan aussi. Pas uniquement à Taïwan. Pas uniquement à Taïwan, mais à Taïwan aussi. Oui. Ça montre que même s'il y a un danger et qu'on est conscient du danger ou alerté du danger, peut-être qu'on se dit « Oh, mais... on n'en est pas si conscient que ça. Je les intéresse pas, je fais rien de répréhensible. » Et là, ça montre qu'il y a un gros travail de sensibilisation côté taïwanais à continuer de faire finalement, parce qu'on parle d'une collecte de données intensive et au-delà de ce qu'on imagine en fait. C'est pour ça que le gouvernement continue à faire la campagne sur la vigilance nécessaire par rapport à ces applications en fait. Tout à fait. Et le plus dangereux, c'est ce que Meg disait, c'est que finalement, au regard de la loi chinoise, c'est non seulement légal de collecter ces données, mais c'est même nécessaire. C'est imposé à toutes les sociétés chinoises, donc à cette application, de les mettre à disposition du gouvernement. Quoi. Si le gouvernement le souhaite. C'est ce qu'ils appellent la loi sur la sécurité des données ou du renseignement national, entre guillemets. Voilà. Et maintenant, nous allons aborder le sujet avec beaucoup de doutes de Floriane. Oui, en fait, c'est un sujet que je vous ai présenté comme ça parce que pour moi aussi, c'est parti en fait d'un message très sibyllin que j'ai reçu par quelqu'un avec qui je suis assez peu en contact, mais qui était juste « L'île d'Aix est à Taïwan ». C'était le message. Ça, c'était le message. L'île d'Aix est à Taïwan. Alors, pour vous remettre un petit peu en contexte, je sais pas, Meg, est-ce que toi, tu connais l'île d'Aix ? Non, pas du tout. Donc, c'est une toute petite île qui est située en Charente-Maritime, donc en région Nouvelle-Aquitaine, en France. Elle est reliée au continent par un bateau qui part de Fouras. Donc, c'est à peu près 5-6 km. Près de l'estuaire de la Charente et du Pertuis d'Antioche. C'est un peu entre l'île d'Oléron, l'île de Ré, La Rochelle, Rochefort. Voilà, ça, c'est le cadre. C'est aussi juste à côté de Boyarville, parce qu'il y a une des communes de l'île d'Oléron. Et Boyarville, ça vous sonne peut-être un peu familier si vous connaissez l'émission Fort Boyard. Ah oui. Puisque le Fort Boyard est juste en face de Boyarville, entre Boyarville et l'île d'Aix. Et Fort Boyard est plus petit en superficie que l'île d'Aix, qui n'est pas très grande. Oui, c'est ça. Le Fort Boyard, donc, il était construit au milieu du Pertuis d'Antioche pour empêcher les bateaux anglais de traverser et d'avoir accès à l'embouchure de la Charente et à l'arsenal de Rochefort aussi. Oui. Et parce que les canons n'avaient pas la portée nécessaire pour bloquer le passage au moment du projet de construction, même si après, oui. Et donc, c'était utilisé pendant un temps comme prison, et puis maintenant pour les jeux télévisés qui sont très connus. Mais pour revenir à l'île d'Aix, donc c'est une île qui a une forme de petit croissant qui fait environ 3 km de long sur 600 mètres de large.
C'est très petit, en effet. C'est très petit. Voilà, il y a un village d'un côté, quelques prairies, marais, champs cultivés, quelques maisons et puis une forêt sur l'autre tiers à peu près. Des fortifications aussi un peu partout sur la côte. 209 habitants selon le recensement de 2020 et beaucoup de touristes l'été. Mais voilà, ça vous donne un petit peu l'image de l'île. Alors on peut soit y dormir, soit faire l'aller-retour dans la journée. Parce que 209 habitants, s'il y a beaucoup de touristes qui veulent dormir, il faudrait construire des avancées sur l'île, un peu comme la Chine fait pour des raisons géopolitiques ailleurs. Alors, du coup, l'île d'Aix est à Taïwan pour... Et bah du coup, alors, moi je connaissais cet endroit, il y a des amis de la famille qui y habitent, donc je me suis dit, est-ce que c'est ces gens-là qui sont venus à Taïwan? J'ai demandé des explications. Oui. Eh ben non, l'explication donnée c'était en cas de pétage de câble. En cas de pétage de câble, on parle des câbles sous-marins? Bingo. C'est pas vrai. Île d'Aix, c'est aussi le nom d'un câblier, un navire qui s'occupe de la pose et de la réparation des câbles sous-marins, qui est en ce moment à Taïwan. D'accord, donc c'est pas l'île d'Aix, l'île dont tu viens de décrire toute la beauté touristique, mais le nom du bâtiment qui vient réparer nos câbles sous-marins. C'est pas Dieu qui a refait le monde en fait. Voilà. Ah mais je valide le titre. D'accord. Donc en fait, un câblier, c'est un navire spécialisé dans la pose, le relevage et l'entretien des câbles sous-marins pour l'acheminement des télécommunications ou le transport de l'énergie électrique. Pour remettre un petit peu le contexte, Taïwan dépend de 25 câbles sous-marins, dont 15 internationaux et 10 entre les îles taïwanaises, pour 95 à 99% de son trafic de données. Et ce sont des câbles qui sont assez vulnérables, avec plusieurs câbles abîmés quand même chaque année, parfois intentionnellement avec des bateaux chinois qui font des allers-retours avec l'encre qui traîne par terre juste aux endroits où il y a les câbles. Du coup, le dernier bilan du nombre de câbles sous-marins taïwanais fait aussi état des demi-câbles. Bah, ça a doublé. Ça double facilement ou triplé. Mais c'est moins pratique. Et donc, voilà, le 30 avril 2026, il y avait notamment un câble près des îles Matsu qui a été cassé, qui a forcé les autorités à activer le système de backup pour conserver les communications sur l'île de Dongyin, qui est une île qui compte 1500 habitants. C'est beaucoup plus que l'île d'Aix. Mais on trouve notamment sur cette île une base militaire taïwanaise importante. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il y a besoin de faire appel à un réparateur. Et donc, c'est là que les navires câbliers interviennent, qui sont des navires très robustes et très grands, qui doivent pouvoir accomplir des missions sur une durée assez longue, à toutes les saisons et un peu tous les endroits du monde, parce qu'il y a beaucoup de navires et beaucoup de câbles sous-marins un peu partout. Et s'il s'appelle l'île d'Aix, ça veut dire parce que c'est français? C'est un navire français, effectivement. J'y arrive. Donc, les navires câbliers en général ont une autonomie assez longue, de un mois et demi parfois, donc qui permettent aussi d'avoir jusqu'à plus de 200 personnes à bord. Et donc voilà, ce sont vraiment des gros bateaux. Et en même temps qu'ils ont besoin d'être très manœuvrables, parce qu'il y a des travaux en mer qui nécessitent une position du navire au mètre près. Donc ça a besoin d'une très grande précision. Et puis en même temps, après, ils ont des machines à câbles. Ils peuvent avoir, pour l'île d'Aix en particulier, il peut embarquer jusqu'à 3500 tonnes de câbles dans 3 cuves principales et 2 cuves auxiliaires. Donc c'est énorme aussi comme quantité. Il fait 151 mètres de long. Donc c'est un navire français, on vient de le dire. Et en fait, la France, avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, sont des pays qui sont les mieux équipés en câblier, sachant qu'il y a une centaine de câbliers dans le monde. Et donc pour l'île d'Aix, eh bien, il est équipé de 2 machines à cabestan à l'avant et de 2 daviers à l'arrière, qui sont des machines qui permettent de faire descendre les câbles, de garder la bonne tension, de gérer tout ça. Et du coup, ils sont mandatés par Chunghwa Telecom, la compagnie de télécom taïwanaise, pour pouvoir réparer ces câbles. En tout cas, ils sont venus là pour Taïwan. Je ne sais pas si c'est Chunghwa Telecom ou s'il y a d'autres intermédiaires entre. Quoi qu'il en soit, c'est les contribuables qui payent. Voilà. C'est un navire qui a aussi un port d'atterrissage pour hélicoptères sur le pont.
Wow. Un gros portique avec 4 grues et qui est construit en 1992. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur du bateau. Et il est équipé aussi d'un robot sous-marin qui s'appelle RovJet 400, qui est capable de descendre à 2500 mètres sous l'eau pour enterrer les câbles après la réparation. D'accord. Voilà, pour qu'ils soient moins facilement arrachables, j'imagine, un peu plus protégés. Donc, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les opérations actuellement en cours. Là, il est en ce moment amarré au port de Taichung. Mais j'ai trouvé un rapport sur des opérations de réparation de câbles sous-marins qu'il avait effectuées en 2024, du 18 novembre au 6 décembre. Donc, c'est aussi l'île Dex qui était là, à Taïwan. Donc, il y a le détail de son arrivée à Taïwan. Voilà, et puis la préparation d'abord à Taichung, le fait d'aller en mer, prendre quelques jours pour trouver l'endroit précis du câble abîmé, le retirer, voir s'il y a besoin de couper proprement, et puis faire des liaisons avec comme ça. C'est ça, les jonctions avec le nouveau câble ou l'autre bout de câble, et puis remettre ensuite à sa place finale, l'enterrer, vérifier que tout fonctionne. Et donc voilà, donc en tout, ça prend à peu près 2-3 semaines sur place d'opération pour faire ça. En tout cas, c'était le cas pour l'opération de 2024. Donc là, il faudra voir aussi comment ça se passe cette fois-ci. Mais voilà l'histoire de l'île Dex qui est à Taïwan. Mais l'île Dex peut presque stationner de manière permanente à Taïwan parce que il y a du boulot. Régulièrement, on rencontre le problème de câbles coupés, en fait. C'est ça. Voilà, ouais, donc... c'est ce qu'on appelle des pétages de câbles successifs et répétés. Bientôt, ce sera l'île de Taïwan en France, si on arrive à inventer quelque chose. Voilà. Et maintenant, nous allons parler des Indiens. Rien à voir avec vos sujets précédents, mais plutôt à propos de l'infox qui circule à Taïwan en ce moment. En fait, Taïwan et l'Inde avait conclu un protocole d'entente en 2024 pour introduction des travailleurs de l'Inde à Taïwan. Comme travailleurs migrants, quoi. Comme travailleurs migrants. À Taïwan, actuellement, on compte plus de 800 000 travailleurs migrants qui viennent essentiellement de l'Indonésie, de la Thaïlande, du Vietnam et aussi des Philippines. Oui, et ces personnes travaillent dans le secteur de la manufacture, mais aussi dans le secteur des services, surtout comme aide à domicile pour les personnes en capacité réduite, en fait. Et du coup, comme avec le vieillissement de la société, Taïwan manque cruellement de la main-d'œuvre, même dans le secteur agricole. Il était question depuis plusieurs années pour le gouvernement taïwanais d'introduire des travailleurs migrants depuis d'autres pays parce que chaque pays impose un quota et on ne peut pas importer de manière excessive de toute façon des travailleurs migrants. C'est ça. Oui, et du coup, l'Inde était devenue une source de main-d'œuvre considéré par Taïwan, et avec la conclusion de ce protocole d'entente, c'était déjà en projet. Et du coup, ce projet est déjà aussi validé par le Parlement. Le problème, c'est que depuis avril, et il y a des Taïwanais qui ont lancé une initiative sur la plateforme participative des politiques publiques pour exiger que le gouvernement suspendre le projet d'introduction des travailleurs indiens. Cette plateforme, ça veut dire que s'il y a un certain nombre de personnes qui signent une idée ou un projet ou une pétition, le gouvernement doit répondre. Voilà. Et là, pour cette pétition, il y a eu 44 000 signatures. Ok. Il en faut 10 000, je crois, pour un droit de réponse. 5 000 déjà, oui, ça dépend, oui. Cette initiative de pétition a été lancée peu après que le ministre du Travail avait annoncé au Parlement que Taïwan pourrait introduire les premiers travailleurs indiens dès 2026. Même si que dès le lendemain, en fait, il est revenu sur ses propos pour dire qu'il faudrait davantage de vérification, il faut vérifier les besoins des sociétés, ce genre d'informations. Mais ceci n'empêche pas, les citoyens taïwanais ont lancé cette pétition. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis,
sur les réseaux sociaux, il y a des messages qui circulent qui disent que même 44 000 signatures ne suffisent pas à Taïwan de stopper cette introduction, qu'on veut prendre le travail des Taïwanais. Voler le travail des Taïwanais. Oui. Et du coup, ce genre d'informations sont ressemblables largement aux informations en 2023 lorsqu'on a commencé à discuter l'introduction des travailleurs indiens. Et du coup, à l'époque, déjà après vérification, on soupçonnait qu'il s'agissait de la désinformation provenant de forces extérieures de Taïwan, je ne cite pas le pays. Et en tout cas, c'était très vite relaté par les médias publics et aussi sur les réseaux sociaux de la Chine. Et du coup, on doute encore une fois d'où viennent ces informations qui peuvent paraître absolument ridicules. Ça veut dire 3 ans après, on a les mêmes fausses informations qui circulent sur la même base parce qu'on dit que Taïwan, on va introduire 100 000 travailleurs indiens, on va devenir une île de violation sexuelle. Île de viol, comme si c'était une pratique courante en Inde. Donc ça circule sur... c'est monstrueux comme ça. C'est monstrueux, c'est mauvais pour Taïwan, c'est mauvais pour l'Inde. Enfin, c'est ce genre de choses qu'il ne faut pas... Tout sauf constructif. Anyway. Oui, et du coup, selon certaines analyses des chercheurs, cela pourrait être en lien avec du fait que l'Inde et la Chine ne s'entendent pas vraiment depuis 2020, en fait, en raison d'un conflit dans la vallée, ça s'appelle la vallée de la rivière Galwan, en fait. Il y a eu des conflits militaires, et c'était le plus grand conflit depuis 1962, en fait, entre les deux pays. Et par la suite, l'Inde avait interdit des applications comme TikTok ou Weibo de la Chine, justement, à cause des fausses informations qui circulaient, parce que selon la compagnie de sécurité informatique de l'Inde, à l'époque, il y avait plus de 400 comptes Twitter qui manipulaient des informations qui disaient que dans ce conflit, il y avait énormément de morts indiens face à la Chine. Alors que c'était pas du tout le nombre exact de pertes humaines en fait dans ce conflit. Du coup, ces fausses informations, ce qui viennent sans doute de la Chine, c'est pour discréditer l'Inde ou l'image de l'Inde. C'est une analyse possible, une hypothèse possible d'après des chercheurs. Et en tout cas, du coup, ça continue, ça circule même en Chine, en fait, de manière continue, des informations qui véhiculent des images très négatives sur l'Inde. Par exemple, s'ils vont dire que tout ce qu'on mange en Inde, c'est sale, on risque de tomber malade. Et il y a toutes sortes d'informations, d'images négatives. Et ça peut arriver aussi à Taïwan, influencer les internautes taïwanais. Oui. Et parce que finalement... C'est le but, C'est le but, parce que finalement, Taïwan a besoin de main-d'œuvre étrangère. Il n'y a rien qui prouve que la criminalité des Indiens dans des pays étrangers est plus élevée que d'autres nationalités. En fait, ça, c'est des choses absolument infondées. Et du coup, récemment, il y a des groupes civils qui se sont levés pour demander aux Taïwanais d'arrêter des messages de discrimination. Et finalement, tout revient de la désinformation qui est en train de véhiculer, et c'est même pas la conception originale de Taïwan en fait sur l'Inde. Et on a l'impression que les Taïwanais sont racistes parce que ce genre d'information existe. Et parce que c'est très rapidement véhiculé et répété. Oui. Du coup, il y a quand même une partie des Taïwanais qui transmettent ces messages racistes. Quel que soit, l'influence est là, oui. L'influence est là, et de toute façon, quel que soit le pays, les informations, les images qui provoquent le plus de surprise, le plus de peur, sont les plus transférées en fait. C'est sûr. Donc je pense que c'est très ça visé. Ça doit pas être propre à Taïwan, mais propre aux réseaux sociaux, c'est clair. Voilà, c'est donc le sujet désolant, mais on espère que ça peut être remédié à l'avenir. Merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Meg, Fix et Floriane. À bientôt.